Donc bonjour, on va essayer d'aborder une autre leçon qui est la reproduction chez les plantes. Pour cette reproduction, on va parler plus exactement de la reproduction sexuée chez les plantes. Mais avant, on sait que les plantes sont divisées en deux grands groupes. Il y a les plantes à fleurs et il y a les plantes sans fleurs. Donc les plantes sans fleurs, comme ici, ce sont des plantes qui ne possèdent pas de fleurs, notamment les champignons, les fougères. Bien, donc ces plantes-là ne possèdent pas de fleurs. Elles sont appelées plantes sans fleurs. Non, la leçon d'aujourd'hui est consacrée aux plantes à fleurs. Comme ici, les orangers sont des plantes qui possèdent une fleur. Il y a un très grand nombre, une grande variété de plantes à fleurs dans la nature. Donc la fleur, les fleurs sont très différentes par leur aspect, notamment la couleur et la forme, comme ici, ici, ici. Et vous savez qu'il y a bien sûr plusieurs autres exemples de fleurs dans la nature. Donc dans la nature, on remarque aussi que la fleur, c'est la partie de la plante qui va se transformer pour donner un fruit. Et ce fruit-là peut avoir à l'intérieur des grains, ou bien des graines. Ces graines, ce sont ces graines-là qui, lorsqu'ils sont trouvés dans le sol et lorsque les conditions sont favorables, ils vont se développer pour donner de nouvelles plantes. Donc, la graine qui se trouve dans les fruits, c'est un mode de multiplication des végétaux qui possèdent donc ces caractéristiques, ça veut dire qu'ils ont un fruit à l'intérieur duquel se trouvent des grains. Donc la question qui se pose, comment la fleur va se transformer en fruit et pourquoi on appelle cette transformation une reproduction sexuée. Donc pour répondre à la question, il faut d'abord connaître la composition d'une fleur. Pour cela, on va s'intéresser à cette image qui montre la disposition des organes qui forment la fleur. Donc, vous voyez ici que la fleur elle est portée par un pédoncule et il faut savoir qu'une fleur elle est composée d'organes extérieurs et d'organes intérieurs. Donc les organes extérieurs formés par les sépales, l'ensemble des sépales, ce sont des feuilles qui se trouvent juste à l'extérieur, à l'extrémité de la fleur. Donc les sépales, l'ensemble des sépales forment le calice. Il y a les pétales qui donnent la couleur à la plante, à la fleur. Les pétales, l'ensemble des pétales forment la corolle. Ces organes qui sont la corolle et le calice constituent les organes extérieurs de la fleur. Ces organes-là, ils ont pour but de protéger les organes qui se trouvent à l'intérieur et aussi un rôle d'attraction pour les insectes. Donc c'est la couleur de ces organes vont attirer les insectes qui viennent chercher le nectar qui se trouve à l'intérieur de la fleur. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les organes intérieurs qui sont divisés en ce qu'on appelle les étamines. Nous avons plusieurs étamines dans la même fleur, comme ici. Chaque étamine est formée d'un antère porté sur le filet. Et cette antère, elle contient, on va voir cette image qui montre l'antère de l'étamine. Ces structures ici qui sont de très petite taille, peuvent être microscopiques, sont appelées les grains de pollen. Les grains de pollen sont de formes variées, comme ici. Vous savez, ici vous avez un très grand nombre de formes
pour les grains de pollen. Ces grains de pollen contiennent à l'intérieur des spermatozoïdes ou bien des gamètes mâles. Donc, les grains de pollen se trouvent au niveau des anthères qui forment les étamines. Bien, revenons maintenant à la composition d'une fleur. Au centre, donc les étamines représentent les organes mâles de la fleur. Alors que l'organe qui se trouve au centre, il s'appelle le pistil. Il est formé de 3 parties, le stigmate, ici, le stylet, ici, qui porte le stigmate, et en bas, nous avons ce qu'on appelle un ovaire qui contient à l'intérieur des ovules. Bien, dans cet exemple-là, la fleur, dans cet exemple, elle est bisexuée. Ça veut dire qu'elle porte les organes mâles et les organes femelles en même temps. Il faut noter aussi que dans la nature, il y a des plantes ou bien des fleurs qui ne sont pas, qui sont unisexuées, comme ici, la fleur de chêne. On peut voir ici que nous avons 2 types de fleurs, une fleur mâle qui porte juste les étamines et une fleur femelle qui porte juste donc, on voit le stylet, donc ici le stigmate, le stylet et l'ovaire. Donc c'est une plante, ici c'est un exemple de plante de fleurs unisexuées. On peut voir ici une autre image qui montre une autre fleur unisexuée. Donc soit nous avons une fleur femelle ou bien une fleur mâle qui porte juste les étamines. Revenons maintenant à la composition d'une fleur. Donc la fleur porte à la fois des organes mâles et des organes femelles. Les organes femelles sont représentés par le pistil, les organes mâles sont représentés par les étamines. Donc c'est pour ça que la fleur elle est appelée l'organe représente donc la fleur représente l'organe génital de la plante. D'accord? Ou bien l'organe qui est responsable de la reproduction chez les plantes à fleurs. Bien, comment se passe donc la reproduction chez ces plantes-là? Donc, nous avons dit que les anthères produisent les grains de pollen, et les grains de pollen, portent à l'intérieur les spermatozoïdes. Vous voyez ici une autre image qui montre différents types, qu'il y a une très grande variété de grains de pollen. Chaque grain de pollen contient à l'intérieur un gamète mâle. Le schéma qui montre l'emplacement du gamète mâle à l'intérieur du pollen, ici. Un autre schéma qui montre donc l'emplacement des gamètes femelles à l'intérieur des ovules contenus dans l'ovaire. Bien, donc comment se passe la reproduction? Il faut noter qu'il y a un phénomène qui s'appelle la pollinisation. C'est quoi donc la pollinisation? C'est lorsque les grains de pollen tombent sur le stigmate. Donc, lorsque le grain de pollen tombe sur les stigmates, nous avons un phénomène qui s'appelle la pollinisation. Et cette pollinisation peut être soit directe, soit indirecte. On parle d'une pollinisation directe lorsque les grains de pollen contenus dans l'anthère tombent sur le stigmate du pistil de la même fleur. C'est une pollinisation directe. Et lorsque les anthères sont transportés, soit par le vent ou bien par les insectes, vers les stigmates d'une autre fleur de la même espèce, c'est une pollinisation indirecte. Donc, abar mubashir ou bien ce qu'on appelle abar ghayr mubashir.
Bien, quels sont donc les facteurs de cette pollinisation? Quels sont les facteurs qui vont favoriser le transport des grains de pollen d'une fleur à l'autre? Donc, la grande partie de la pollinisation se fait par les insectes. On voit ici une image qui montre un insecte qui est l'abeille, où son corps, on voit que le corps de cet insecte est couvert de grains de pollen. Donc lorsque cet insecte va chercher le nectar d'une autre fleur, elle va transporter avec elle ces grains de pollen. C'est comme ça que se passe là ce qu'on appelle la pollinisation indirecte. Cette pollinisation indirecte peut avoir d'autres facteurs comme le vent ou bien comme l'eau, bien sûr. Ça peut être aussi un facteur de pollinisation. Bien. Qu'est-ce qui va se passer après donc la pollinisation? Remarquez ici un phénomène qui se passe au niveau du pistil. Donc lorsque le grain de pollen tombe au niveau du stigmate, il y a formation d'un tube pollinique qui va percer le pistil pour arriver jusqu'à l'ovaire. Et vous voyez à l'intérieur ici, dans ce tube pollinique, il y a à l'intérieur des spermatozoïdes ou bien cellules reproductrices mâles. Voyons maintenant une autre vidéo qui montre ce phénomène qui précède la fécondation. Regardez ici, vous avez des grains de pollen qui vont former un tube qui s'appelle le tube pollinique, à l'intérieur duquel se trouve le gamète mâle. Donc le gamète mâle va suivre le chemin fait par le tube pollinique pour arriver jusqu'à l'ovaire qui contient les cellules reproductrices femelles, bien les zoosphères. Bien, après ce phénomène qui est la fécondation, chaque oosphère ou bien ovule va se transformer pour donner un œuf. Donc le pistil on va remarquer que la fleur va perdre quelques organes comme va venir là. Donc lorsque la pollinisation est faite et la fécondation est faite, donc ce qui va se passer ensuite, il y a perte de certains organes comme les pétales, plus exactement les étamines, et il y a un gonflement de l'ovaire. Cet ovaire, il va se gonfler pour donner ensuite un fruit, comme ici. Le type de fruit que vous avez là, c'est une tomate. Et vous avez ici que les restes du calice, les feuilles du calice, les sépales, la pédoncule qui est portée avant la fleur, et c'est ce qui reste de la fleur. Et voilà donc le fruit qui s'est formé à partir du gonflement de l'ovaire, le bas du pistil, comme nous avons vu. Donc si le fruit, comme ici il est vu de dessous, on remarque ici les traces des stylés, au niveau desquels s'est formé les tubes polliniques. Bien, enfin, donc c'est ça, c'est comme ça que va se transformer donc la fleur pour donner un fruit. Là, le fruit contient donc dans la plupart du temps, on remarque que le fruit contient à l'intérieur des graines. Donc ces graines-là, ce sont ces structures qui vont permettre
à la plante de rester en vie et de se disperser dans la nature et se multiplier pour donner de nouvelles plantes à fleurs. Donc c'est comme ça que se passe la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Donc enfin on peut voir ici comment ce qu'on appelle le cycle de vie d'une plante à fleurs. Nous avons donc une plante qui donne, ici nous avons l'arbre qui donne les fleurs, et après cette fleur vient donc le phénomène de pollinisation et la transformation de la fleur en fruit, et le fruit qui contient des graines. Merci de votre attention.